les deux parties responsables de la vision, c'est la transmission des ondes lumineuses qui a été faite par les corps transparents, la cornée, l'humeur aqueuse, le corps vitré, le cristallin, le corps vitré, jusqu'à la rétine. La rétine qui est la couche sensorielle, qui est responsable de la transduction du signal lumineux vers un signal électrique. On a dit déjà que l'œil est principale d'environ 25 mm de diamètre. On est constitué par les paupières. Elle est qualifiée par les sécrétions lacrymales et animée par 3 paires de muscles. Bon, c'est une sphère creuse remplie de liquide transparent pour faire passer la lumière. On sait qu'une image, c'est une lumière. L'œil est un organe complexe dont la fonction optique est de focaliser un stimulus lumineux sur sa partie photosensible qui est la rétine. Il possède une couche réceptrice qui est la rétine, un système de lentilles qui concentre la lumière sur ses récepteurs et des nerfs qui transmettent les impulsions des récepteurs jusqu'au cerveau. Bon, l'œil, on sait déjà que c'est l'organe responsable de la vision. La vision peut se décrire sur plusieurs façons. L'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est la capacité à décerner des fins détails, comme de reconnaître un visage au loin ou de lire. C'est la macula qui est responsable. Le champ visuel, c'est la capacité de l'acuité visuelle, c'est-à-dire de voir un objet précis. Par contre, le champ visuel, c'est la capacité de voir dans toutes les directions, sans devoir oublier les yeux. C'est la rétine périphérique qui en est responsable. La vision des couleurs, c'est la capacité de reconnaître les couleurs, principalement au niveau de la macula. La vision des couleurs, elle est faite par les cornes, principalement par les cornes. Il y a 2 types de cellules réceptrices, les cellules à cornes et à bâtonnets, les cornes qui sont responsables de la vision des couleurs. La vision binoculaire, c'est-à-dire si 2 yeux fonctionnent bien ensemble, ils nous donnent une vision simple en relief. C'est-à-dire si une personne, elle voit avec un seul œil, on ne voit pas la profondeur, on voit uniquement une vision bidirectionnelle. Par exemple, les animaux qui disposent de l'œil de part et d'autre du nez, latéralement, ils peuvent voir une vision panoramique. Ok? Mais nous, on peut voir uniquement un champ visuel de 120 degrés. Ça, elle s'appelle la vision binoculaire. C'est l'association de la vision des 2 yeux. Le stimulus visuel. Dans l'espace environnement, les particules électriques qui se déplacent vont générer des ondes sinusoïdales, comme l'audition. Mais ces ondes, ce sont des ondes lumineuses. Ce sont les photons qui vont se propager dans l'air. Ces ondes sont caractérisées par une longueur d'onde. C'est le trajet entre 2 pics d'une onde sinusoïdale, c'est-à-dire une distance, la longueur d'onde, et une fréquence. C'est le nombre de cycles par seconde. L'œil humain est sensible à un champ électromagnétique dont les longueurs d'onde comprises entre 380 et 780 nanomètres. On peut voir au-delà et au-dessus, au-delà de 780 et au-dessous de 380 nanomètres. La sensibilité du système visuel dépend aussi de l'éclairement. On parle de vision. On parle de vision chromatique, c'est-à-dire à fort éclairement, où la lumière est colorée. Vision chromatique, c'est-à-dire couleur. Une vision achromatique, ou scotopique, à faible éclairement, où seule la distinction noir, blanc est faible. Par exemple, la vision nocturne. Ça, elle s'appelle la vision achromatique. Un petit rappel anatomique de l'œil. Ce qui nous intéresse sur le plan physiologique de l'œil, c'est la cornée. C'est une lentille convexe. Et puis la première lentille de l'œil. Après la lentille, il y a la chambre antérieure, qui est remplie de liquide qui est appelé l'humeur aqueuse. Après l'humeur aqueuse,
Et l'iris, il est important dans un réflexe, on va voir le réflexe ça après, mais ce n'est pas une entité transparente. Donc on va parler de 4 entités transparentes, c'est la coronée, l'humeur aqueuse, le cristallin, après le corps vitré, ils vont transmettre les ondes lumineuses jusqu'à la rétine. Le cristallin, c'est une lentille biconvexe qui a la capacité de changer sa convexité. Elle peut être plate et elle peut être convexe. Le corps vitré, il est rempli de liquide transparent. Il occupe la chambre, le segment postérieur de l'œil. L'œil, on sait déjà qu'elle présente 3 unités, de l'extérieur vers l'intérieur, la sclère, la choromie, c'est la couche vasculaire qui est responsable de la vascularisation de la rétine, et après la rétine, c'est la couche sensorielle. C'est ce qui nous intéresse sur le plan physiologique. Comment on marche se forme sur la rétine? Il y a 3 processus principaux. La recommandation cristallin. Quand la vision est éloignée, vous avez étudié l'optique géométrique dans la première année. Très bien. Non. Bon. Dans la vision éloignée, les rayons lumineux sont horizontaux. On n'a pas besoin de changer la conformité du cristallin. Quand les rayons lumineux arrivent à la cornée, tant que la cornée, c'est une lentille convexe, elle va converger les rayons lumineux pour concentrer l'image à un seul point sur la rétine. Ça, c'est le rôle de la cornée et des différentes structures lipidiennes qui se trouvent dans l'œil. Ces rayons lumineux traversent la cornée. Il y aura une déviation du rayonnement qui est appelée la réfraction. La cornée et le cristallin, plus ou moins le corps vitré, ils ont un mode de focaliser la lumière dans un point, sur la rétine. La vision rapprochée. Quand la vision rapprochée, c'est-à-dire qu'on voit un point. Les rayonnements propagés de cet objet sont divergents. Les rayonnements divergents, quand les rayonnements sont divergents, il y a un rôle, ici c'est le rôle de l'iris. Le rôle de l'iris, c'est un muscle circulaire qui va diminuer de taille pour essayer de concentrer les rayonnements lumineux. On appelle ça miosis. C'est la diminution du diamètre oculaire. En second temps, le cristallin qui est lié par son ligament au coursier. Le coursier, c'est un muscle aussi. Il va se contracter, mais contradictoirement, il va relâcher les ligaments du cristallin. Quand il relâche les ligaments du cristallin, il y a un bombement du cristallin. Donc, augmentation de la convexité du cristallin pour focaliser les rayonnements lumineux dans la rétine. Ok? Ça, il s'appelle le réflexe de la coordination. Par augmentation de la réfraction du cristallin. La réfraction par la cornée. On a parlé déjà de cette réfraction. Sur la rétine, l'image elle est formée. Elle est plus petite parce que les rayonnements, elles étaient divergents ou horizontaux, puis ils vont être convergents jusqu'à un seul point sur la rétine. L'image elle est plus petite et inversée. Si la convexité cornéenne est anormale, l'image se forme soit trop haut, c'est la myopie, c'est-à-dire avant la rétine. On parle ça de la myopie. Ou après la rétine, on parle c'est l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est on ne peut pas voir les choses les plus rapprochées. La myopie, on ne peut pas voir de loin. Si on perd la vision, qu'est-ce qu'on appelle ça quoi? La perte de la vision. Cécité. Très bien. Et la perte de l'audition, la surdité. Contrairement, dans la nuit, le muscle de l'iris, il a besoin de se dilater pour augmenter et absorber le maximum de lumière.
Ce réflexe, il s'appelle une mydriase. C'est l'augmentation du calibre ou du diamètre de l'ouvrière. La rétine, c'est la partie la plus importante de l'œil. C'est une membrane de 0,5 mm qui tapisse les deux tiers postérieurs du globe oculaire. Elle se trouve en dedans de la courbe et se compresse jusqu'au coursier vers l'avant. Ok. Elle forme principalement de trois couches fonctionnelles. La couche épithéliale, qui contient une partie des cellules à cône et à bâtonnet. Les cellules bipolaires qui vont relier les cellules à cône et à bâtonnet vers les cellules ganglionnaires. Et on voit les cellules ganglionnaires qui vont émettre leur axone pour donner le nerf optique. Bon, ça au-dessus, c'est une image du fond d'œil. C'est un examen complémentaire qu'on fait chez un patient après avoir dilaté la pupille. Ça, c'est le fond de l'œil. Ça, c'est la rétine. Près du fond postérieur de l'œil, il y a une tache pigmentaire, la macula, c'est-à-dire où se trouve la fovea centralis. Les cellules à cône, ce sont des cellules moins sensibles à la lumière. Donc, ils ont besoin d'un fort éclaircissement. Ok. Donc, ce sont des cellules de la vision diurne. D'accord. Et ce sont des cellules qui voient les couleurs. Ok, ça va? Ce sont des cellules qui voient les couleurs. Dans le fond, dans la fovea centralis, il y a une concentration de cellules à cône. Ça, c'est le point où la vision est maximale. Surtout les cellules à bâtonnet, ce sont des cellules très sensibles à la lumière. Donc, ils voient la nuit, pendant la nuit. Par contre, ils ne peuvent pas discriminer les couleurs et les détails. C'est pour ça que la vision nocturne, elle est floue. Bon, c'est une région. La macula, c'est une région rétinienne amnésie et dépourvue de bâtonnet. Dans la macula, elle se trouve uniquement les cellules à cône. Ils se caractérisent par une forte densité de cône, chacun de son synapse avec une cellule conjointe, ce qui produit une voie directe vers le cerveau. La fovea est donc le point où le côté visuel est maximal. La tache aveugle. C'est quoi la tache aveugle? Très bien, exemple. C'est la composée de photorécepteurs parce que cette tache aveugle, c'est le point d'émergence du nerf optique à partir des cellules ganglionnaires. Les cellules à cône, ce sont des cellules moins sensibles à la lumière. Ils détectent les couleurs. Tant qu'ils sont moins sensibles à la lumière, ils ont besoin d'un fort éclaircissement. Ok. C'est pour ça qu'ils sont appelés des cellules diurnes. Diurnes, c'est-à-dire le jour. C'est le contraire de nocturne. Les photorécepteurs. On a dit qu'il y a deux types de photorécepteurs, les cellules à cône et à bâtonnet, qui sont constitués de segments externes, c'est de segments externes comportant un empilement de disques dans lesquels sont placés des photopigments. Les photopigments sont la rhodopsine ou l'iodopsine. La rhodopsine dans les cellules à bâtonnet et l'iodopsine chez les cellules à cône. Ce pigment qui est responsable de l'absorption du rayonnement lumineux. Ça, c'est presque l'unité fonctionnelle de la rétine. Ce segment externe comporte un empilement de disques dans lequel sont placés des photopigments. Le segment interne avec une bande cellulaire et une terminaison nerveuse synaptique. La partie la plus importante, c'est les disques. Les disques, ils contiennent le rétinal. Le rétinal, c'est un dérivé de la vitamine A qui est lié à l'opsine. Quand il se trouve chez les bâtonnets, il s'appelle la rhodopsine. Et quand il se trouve dans les cellules à cône, il s'appelle l'iodopsine. Il y a 120 millions de bâtonnets et 6 millions de cônes dans chaque œil. Les bâtonnets sont 1000 fois plus sensibles à la lumière que les cônes. C'est pour ça qu'ils voient pendant la nuit. Ce sont des cellules qui sont activées pendant la nuit. Ils sont responsables de la vision
scotopique ou nocturne. Il y a trois grands types de cônes avec des pigments différents spécialisés dans la vision des couleurs. Des pigments bleus, verts, rouges. Photorésorption des points et de bâtonnets. À gauche, extrême gauche, sont les disques. Il y a la membrane des disques. Au milieu, il y a la partie noire, c'est la protéine, c'est l'opsine, liée à le rétinal, lié au rétinal. Bon. La transduction. La transduction, c'est-à-dire on va transformer un signal lumineux à un signal électrique. Par quel mécanisme? La transformation de ce signal grâce à une cascade d'événements biochimiques qui va conduire à un potentiel d'action. Quand la lumière arrive, le photon arrive, active la protéine G. Quand le signal lumineux arrive, il active la protéine G. Ça, c'est le rétinal. Il est en position 6. C'est une position géométrique. Quand il est en position 6, il va être désactivé. Il va se transformer en position 13. Il va être libéré. Il va être libéré de l'opsine. Cette libération de l'opsine va activer la protéine, va activer la transduction. Alors, dans le mouvement, il active la protéine G, la transduction. Cette protéine G active au niveau de la transduction. Et pour le GP en GDP, il y a une activation de PPE qui transforme le gène spécifique en GLP et qui inactive des canaux gènes spécifiques dépendants. La transduction est liée à la PPE et il va libérer le gène spécifique du canal ionique responsable de l'entrée du sodium. Il y aura donc le sodium ne peut pas entrer dans la cellule, ce qui génère un potentiel d'action. Ok? Donc les bâtonnets sont hyperpolarisés, diminution de la circulation du glutamate, parce qu'au repos, il y a une augmentation de la circulation du glutamate. À l'autre absence de l'activation, hydrolyse de GTP en GDP et PPI, activation du PPE, activation du canal spécifique dépendant, dépolarisation, augmentation de la glutamate. Ainsi, la lumière empêche l'excitation de la cellule bipolaire. Les cellules bipolaires sont des cellules postinatrices du photorécepteur par inhibition de la libération du glutamate. Ça, c'est la partie la plus importante du cours. Il faut mettre en tête que le rétinal et l'opsine, ce sont les précurseurs ou les unités clés de la transduction lumineuse. Parce que la lumière agit à ce niveau. Par exemple, en cas de carence de la vitamine A, il y aura une diminution de la qualité visuelle. Surtout diurne. Après avoir stimulé les cellules à compte et à évaporer, il y aura un passage du potentiel d'action et une exécution des neurotransmetteurs qui vont propager l'influx nerveux, c'est-à-dire le potentiel d'action, vers les cellules bipolaires, puis les cellules ganglionnaires qui vont voir les nerfs optiques gangliers du cortex cérébral et visuel, responsable de la vision. Les actions des cellules ganglionnaires impliquent le nerf optique et la nerf optique et se terminent dans le corps ganglier, lequel fait partie du thalamus. Il y aura une intégration des influx nerveux au niveau du corps ganglier. Les fibres de chaîne des hémisphères nasales déçues dans le chiasme optique. Je vais expliquer, on va vous faire comme sur le schéma. Les fibres de chaîne des hémisphères nasales, les hémisphères nasales déçues dans le chiasme optique, en arrière. Dans le chiasme optique, les fibres qui viennent
de la partie nasale de la rétine, ils vont être croisés au milieu en dessous du piècement optique. Vous voyez le schéma. Dans le continu, les fibres venant de la moitié nasale d'une rétine et celles de la moitié temporale de l'autre vont s'y avec des cellules dont les axons composent le faisceau générilo-calcaire. Ce faisceau se rend au lobe occipital du cortex cérébral. Lobe occipital où se trouve le cortex visuel. Le côté gauche du champ visuel se projette sur le cortex visuel de l'hémisphère droit. Ça, c'est le champ visuel de l'œil gauche. Ça, c'est le champ visuel de l'œil droit. Ok? Ça, c'est la partie gauche du champ visuel. Les deux parties gauche du champ visuel, ils vont dans le même champ visuel. Ok? Parce qu'il y a un croisement ici dans le piècement optique. Voilà déjà, parce que le champ visuel va projeter vers le droit la région temporale. La région temporale de la rétine, donc les faisceaux qui viennent de la rétine, ils ne sont pas croisés au niveau du chiasme optique. Uniquement les faisceaux qui viennent de la région nasale. Ok? Donc, le champ visuel gauche va projeter à la droite et la partie gauche du champ visuel gauche qui va se projeter vers la partie nasale de la rétine va être croisée et gagner aussi la partie gauche. Le côté droit de chaque champ visuel se projette sur l'hémisphère. Le côté droit se projette vers l'hémisphère gauche et le côté gauche vers l'hémisphère droit. Les objets situés dans la zone binoculaire sont vus en relief. La zone entre les deux champs visuels, elle est appelée la zone binoculaire, où on voit la profondeur, on voit le relief des choses. Si un objet devant ou derrière se situe hors de ça, par exemple un objet en dehors de la zone binoculaire, on le voit uniquement bidimensionnel, pas tridimensionnel. Le cortex tire de l'information monoculaire donnée par chaque œil, ce qui est nécessaire de former à une vision binoculaire sur notre environnement. On va parler un peu de la physiopathologie, c'est la partie la plus difficile du cours. Vous allez la voir durant la sémiologie et même les cours d'ophtalmo durant la 6e année, je crois. Bon, il faut donner une écrasante de deux choses et la partie. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça, c'est le champ de l'œil gauche. En bleu, c'est le champ visuel de l'œil droit. Ok? La partie gauche, elle se projette vers la partie nasale, c'est-à-dire ici. Ok? Et temporale, c'est-à-dire ici. Ça, c'est nasal et ça, c'est temporal. Ok? La partie gauche se projette vers la partie nasale de la rétine. Les parties nasales, on a dit que les parties nasales se placent au niveau du piècement optique et changent de direction. Par exemple, la partie nasale de l'œil gauche, elle va se projeter vers le cortex droit. Et la partie nasale de l'œil droit va se projeter vers le cortex gauche. C'est le croisement au niveau du piècement optique. Par contre, les parties temporales, ils ne se croisent pas au niveau du piècement optique. Mais la partie temporale du champ nasal droit, il va être projeté vers la base. Bon, la partie temporale du champ visuel droit, elle va être projetée vers la partie rétinienne temporale gauche. Ok? Ok, nous l'économie aussi. On va avoir temporel. Bon, le temporel. La partie temporelle, dans le nasal, on a la partie temporelle. Bon, c'est une partie temporelle, le même pour la partie nasale, l'autre œil. Et c'est un petit peu de bon, là, j'ai essayé
vers la tête et la région. Ça, c'est la région. Ok? Maintenant, ça a un croisement dans le cortex droit. Ok? Par contre, sa partie temporale, sa partie, elle appartient à la partie de droite, donc le temporal, elle va gagner la partie de droite, ou dans le temporal, oui, le champ visuel gauche qui chasse le cortex droit, ou le champ visuel droit qui chasse le cortex gauche. Ok? La partie droite dans le champ nasal qui va être coiffée et fonctionnelle avec le cortex, et la partie interne dans le temporal qui va être temporal avec le gauche. Les répartiteurs sont de même cortex. Donc, le champ visuel gauche, c'est le cortex. Le champ visuel droit, c'est le cortex gauche. Et le champ visuel gauche, c'est le cortex droit. Ok? On va regarder ça une dissection. Une dissection est la partie la plus difficile. On appelle le système frontal. Bon. Il faut une dissection avant de mettre optique. Par exemple, sur le même optique droit. Par exemple, le même optique droit. كاين ان شيما في المغرب او بلو كلار بس تنزل باسكو ما يكونش كلار. Donc, c'est quoi quel est le champ le champ qui va être touché? C'est la partie temporelle. La partie temporelle la partie temporelle du champ gauche et la partie nasale. La partie nasale est sur le droit. Ok? Si on fait la dissection la dissection en gazon optique, c'est facile. Quand on fait la dissection en gazon optique, si les deux champs nasales vont être touchés, donc indirectement les deux champs temporales. Le premier et le droit. Ok? Parce que le croisement nasal est temporal ou elle est partie temporale dans le nasal, la partie temporale dans le nasal. Non, oui, elle est là. Le croisement au niveau du fuseau, c'est-à-dire absolument au-dessus. Si on monte ici, c'est la partie nasale du champ gauche, la partie nasale du champ gauche, et la partie, c'est la partie temporale gauche et la partie nasale droite. Ok? La partie nasale droite, la partie nasale la partie nasale à droite, la partie nasale à droite, si on ici, c'est la partie gauche, okay. Et la partie nasale à droite. Même que je vais c'est la partie temporale. La partie temporale. Ok? La partie temporale. Elle est nasale. Donc, la partie temporale droite. On a l'explique. L'œil gauche. La partie qui reste, la partie temporale. Donc, il y en a deux. Mais il y en a nasal. Le nasal gauche et le temporal droit. Ok?
forme de français. Bon, ça c'est le cours de la mission.